En République démocratique du Congo, des réformes nécessaires pour garantir une meilleure inclusion des femmes dans tous les secteurs sont continuellement à jour. La législation congolaise protège-t-elle suffisamment les droits des femmes? La constitution de la RDC a été, en tout cas, parmi les premières constitutions à garantir la protection de la femme, les principes de l'égalité, les principes de parité de la femme. Quelles sont les avancées en matière d'égalité des sexes en RDC ces dernières années? Il y a beaucoup de progrès, mais c'est la collaboration entre nous et le gouvernement. Ce partenariat-là, il est gagnant-gagnant au fait pour la population, pour les femmes et les filles. Et même lorsque nous militons pour les femmes et les filles, nous militons indirectement pour la famille. Annie Maudit, invitée de ITW. La célébration du 8 mars a tout son sens. C'est une journée qui permet à la nation tout entière, aux côtés du monde entier d'ailleurs, de marquer un arrêt pour évaluer le parcours, les progrès, les défis aussi qui restent encore à relever en ce qui concerne le droit des femmes, la manière dont ces droits sont appliqués et la manière dont les femmes jouissent ou pas de ce droit. Et c'est aussi un moment où nous célébrons les progrès réalisés en termes de l'atteinte des objectifs des développements durables de manière générale, mais de développement durable numéro 5 en particulier. Moi, je vais présenter cet état des lieux à deux niveaux. Parce que, premièrement, j'aimerais reconnaître ici les avancées majeures que la RDC en tant que nation a réalisées en termes de protection de la femme, en termes de garantie de droits de la femme dans le cadre normatif. Alors, ainsi dit, je vais donner des exemples. La constitution de la RDC a été, en tout cas, parmi les premières constitutions à garantir la protection de la femme, les principes de l'égalité, les principes de parité de la femme. La constitution de la RDC a été, en tout cas, parmi les premières constitutions à garantir la protection de la femme, les principes de l'égalité, les principes de parité de la femme. Avoir une loi spécifique, organique portant modalité de mise en œuvre des droits de la femme et de la parité, à réviser en même temps son code du travail, le code de la famille, à réviser la loi portant protection de l'enfant, à réviser le code pénal même. Et notre code pénal a revu au fait la définition, par exemple, du viol ou des violences sexuelles. Notre code pénal définit les harcèlements moraux et sexuels en milieu du travail, tout en punissant, bien sûr, en prévoyant des sanctions pour ceux qui ne respecteront pas ces dispositions. Notre cadre normatif, encore une fois, nous avons les protocoles de Maputo qui est publié aujourd'hui. Et au-delà du cadre légal en soi, il y a aussi d'autres politiques et stratégies qui sont disponibles, tout ça pour garantir. Parmi les stratégies, je peux parler de la stratégie, par exemple, des luttes contre les violences basées sur le genre révisé. Je peux parler de la politique genre que nous avons, et tout récemment, et ici je marquerai un point pour saluer la ministre du genre en fonction, Excellence Léonie Kandolo, parce que sous son mandat, le gouvernement de la RDC a adopté la stratégie nationale de la masculinité positive. Tenez-vous bien, nous sommes les seuls pays jusque-là en Afrique à avoir cette stratégie, et la RDC a adopté cette stratégie en mettant même une date nationale qui est le 31 mars comme la journée nationale de la masculinité positive. Et voilà, les hommes ne vont pas se plaindre que du 8 mars. Mais ça a été aussi adopté avant que l'Union africaine ne vote la Convention
sur l'élimination de toutes les violences et discriminations à l'égard des femmes et filles sur le continent. Donc, pour vous dire que l'état des lieux, comme j'ai dit, j'allais le faire à des niveaux. À ces niveaux-ci, nous devons saluer les efforts du gouvernement congolais dans la recherche de la protection des droits de la femme. Et cependant, il y a des défis que nous devons relever, comme par exemple la protection des femmes dans les contextes des conflits. Ça, cette responsabilité est comme à toutes les parties prenantes au conflit, les parties au conflit. Ce n'est pas que au gouvernement. Comme aussi traduire les textes des lois dans les langues nationales pour les rendre accessibles à tous les Congolais, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont censées connaître leurs droits. Elles sont les bénéficiaires primaires, on en est d'accord. Par contre, toute la communauté est censée savoir que ces femmes et filles ont des droits, parce que plus vous vous éloignez des grandes villes, moins vous voyez la présence de l'État, et donc moins il y a la connaissance des droits garantis pour les femmes et les filles, et par conséquent, ces droits ne sont pas souvent respectés dans des milieux ruraux où les gens ne savent pas qu'il faut qu'ils respectent ces lois-là. Donc, il y a ça, les défis. D'autres défis, c'est que nous connaissons que la RDC, c'est un pays en guerre. D'ailleurs, à ce sujet, en termes de progrès et des efforts, j'y reviendrai un tout petit peu pour parler du secrétariat permanent 1325, qui est au sein des ministères du genre, encore une fois, parce que cette année, nous allons fêter ou célébrer les 25 ans de la résolution 1325 des Nations Unies, qui garantit la participation des femmes, la protection des femmes, la prévention aussi des violences à l'égard des femmes dans les contextes de conflit. La résolution 1325 et la RDC n'a pas que le secrétariat permanent pour ça. La RDC a déjà développé 3 plans d'action, même sa 4e génération des plans d'action nationale. Tout ça, c'est pour dire que les gouvernements congolais font tout ce qu'ils peuvent faire pour garantir les cadres normatifs, pour mettre les politiques en place, pour mettre les stratégies en place. Mais après, il reste toujours quelques défis à relever. Au fait, il ne nous revient pas, nous, activistes, de définir les harcèlements. La loi a déjà défini les harcèlements. Si je ne m'abuse pas, ce serait dans l'article 174, alinéa B ou C, je pense, du Code pénal. Au fait, le harcèlement moral ou sexuel, par exemple, dans les milieux du travail, est défini. La loi de 2006, qu'on appelle communément la loi sur la violence sexuelle, alors que c'est au fait le Code pénal, a défini le viol, a défini tout ce qui est atteinte à l'attentat à la pudeur, par exemple. Les abus, c'est défini et les sanctions aussi sont prévues dans la loi. Nous, activistes, ce que nous faisons, c'est tellement vulgariser ça. Et nous ne le faisons pas aussi en dehors du cadre que l'État a mis. C'est pour ça que je parlais de la stratégie des luttes contre les violences basées sur le genre révisées, qui est, encore une fois, avec les ministères du genre. C'est là que j'ai dit, nous les activistes, ce que nous faisons, c'est juste amplifier la voix, c'est juste mettre la lumière pour que la nation, que toutes les personnes dans le pays connaissent, comprennent, respectent les droits des uns et des autres. D'ailleurs, parce que c'est vrai que nous parlons des droits de la femme, mais le droit, ça vient comme un paquet. Il y a les droits et les obligations. Et donc, nous constatons que sur la femme et la fille, il y a plus l'accent sur ces obligations. C'est pour ça, nous, en tant qu'activistes, nous venons recadrer les choses pour qu'on ne reste pas que sur les obligations, qu'on parle aussi des droits des femmes et des filles, pas seulement en parler et que l'on respecte ça. Peut-être la raison pour laquelle on pense que nous, on en fait un peu trop, ça démontre juste les niveaux où les gens sont ignorants que nous avons deux droits. Et ça ne fait que nous motiver à parler encore plus de ces droits-là. Et c'est encore une fois l'importance que moi je vais ici saluer encore une fois notre ministère du genre sous Madame Léonie Kandolo présentement, parce que cette collaboration entre les ministères du genre et la société civile de manière plus large et les femmes activistes de droits des femmes de manière particulière, ça fait que renforcer justement
cette vulgarisation-là, renforcer justement la compréhension que parler de droits de la femme, ce n'est pas une rébellion au fait, c'est appuyer l'État dans son mandat de protéger les citoyens et citoyennes congolaises dans leur pays, et à l'occurrence les femmes et les filles qui sont un peu plus vulnérables du poids des normes sociales, du poids de nos coutumes et autres. Vous savez, il y a trop d'interdits sur les femmes. La femme ne doit pas faire ci, elle ne doit pas faire là. Oh, on disait même qu'on ne devait pas parler en public. Merci à vous de la presse parce que vous nous donnez la voix et quand nous passons à la télé, ça force tout le monde à suivre. Ça change un pays. Il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès. Mais c'est la collaboration entre nous et les gouvernements. Ces partenariats-là, il est gagnant-gagnant au fait pour la population, pour les femmes et les filles. Et même lorsque nous militons pour les femmes et les filles, nous militons indirectement pour la famille. Moi, en tout cas, je ne dirais pas la culture de manière générale, mais je vais dire qu'il y a certaines pratiques et croyances socio-culturelles qui sont néfastes par rapport à la femme et à la fille et qui sont en contradiction avec les lois qui sont votées dans les pays. Certaines pratiques dans nos cultures sont plutôt encourageantes, c'est valorisant, ça fait partie de notre identité en soi. Mais si nous prenons un exemple comme le mariage précoce, par exemple, ou alors la torture sur une veuve, cette femme vient de perdre son époux, son bien-aimé, une personne avec qui elle a partagé toute sa vie. On ne devrait pas torturer une femme veuve. On ne devrait pas avoir... Au fait, c'est ce que j'ai dit, c'est pas toutes les pratiques qui sont néfastes, c'est pas la culture en soi qui est mauvaise, qui est contre l'épanouissement de la femme. Mais il y a certaines pratiques culturelles, et qui dit pratique, on va lier ça tout de suite aux humains qui les pratiquent. C'est pourquoi nous ne nous attaquons pas à notre culture, nous nous attaquons à des pratiques dans notre société qui sont en contradiction avec les lois et qui ont un impact négatif, qui sont néfastes au fait sur les femmes et les filles et indirectement sur les hommes. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas stratèges, ils ne réalisent pas que respecter le droit de la femme, c'est au fait contribuer à créer un monde où il fait beau vivre ensemble. Moi, je pense que nous avons tous un rôle à jouer et c'est justement important que nous puissions ne pas généraliser, juger et condamner. Ça, nous allons avoir des problèmes. Pendant longtemps, certains activistes des droits des femmes aussi ont pointé les hommes comme les coupables de tous les maux. Ou alors les chefs coutumiers comme les coupables de tous les maux. À un moment donné, la communauté, la plupart des femmes ont fui vers les églises. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que dans certaines églises aussi, il y a certaines pratiques qui n'ont fait que reprendre ce qu'on a essayé de fuir dans la société. Alors, nous devons établir les responsabilités. Mais nous devons d'abord prendre conscience que ce qui arrive aujourd'hui, c'est un système qui est établi. Nous sommes dans un système patriarcal où les femmes, les hommes, les filles, les garçons sont quelque part victimes aussi des lois établies. Parce que par moment, vous trouvez, moi je vais vous dire, par exemple, quand j'ai parlé de la torture de veuves ici, qui torture les veuves? Ce ne sont pas les hommes. Mais ces femmes qui vont torturer les autres femmes, si vous vous mettez à parler avec elles, au finish, elles vont vous dire que ça a toujours été comme ça. Ça veut dire qu'elles ne savent même pas pourquoi elles doivent le faire. Mais elles se disent, c'est comme ça que ça doit être fait. On prend les communautés où il y a la mutilation génitale. Dans certains pays, on coupe carrément les clitoris des petites filles. Dans notre pays, dans certaines provinces, on va tirer les lèvres du vagin d'une femme. Alors, qui les font? Ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes qui les font.
Ces femmes sont prises dans un piège. Si on analyse mal, on va dire ce sont les femmes. Donc, vous les femmes, on va même renforcer ce stéréotype qui dit les femmes n'aiment pas les femmes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un exemple criant que j'ai dit toujours, la RDC, nous sommes en guerre depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous connaissez un chef rebelle, femme, qui a commencé un groupe rebelle? Il n'y en a pas. Ce sont les hommes qui combattent les hommes qui sont au pouvoir. C'est pour la toute première fois que nous avons une femme première ministre. Mais cette guerre a commencé bien avant elle. Et même encore la guerre en cours, ce n'est pas elle qu'on combat. C'est un homme qui gère le pays, que les autres hommes ne veulent pas. C'est pour dire que ce stéréotype de dire les femmes n'aiment pas les femmes, c'est faux, c'est vide. C'est juste une manière de faire accepter cette loi établie qui prend au piège certaines femmes qui doivent exécuter les pratiques d'un système patriarcal. Les hommes aussi sont parfois victimes. C'est vrai qu'ils sont victimes dans un système où ils ont quand même les privilèges historiques pour dire qu'ils sont des privilégiés. Ils en souffrent un peu moins que les femmes. Ils ont plus de droits. Les femmes ont plus de devoirs. Mais maintenant, aujourd'hui, si nous devons cibler chaque catégorie par rapport à la responsabilité de son rôle dans la continuité des pratiques néfastes. Exemple, si nous ciblons, par exemple, les femmes conservatrices de ce qu'on appelle valeurs, je mets entre guillemets, parce que pour moi, torturer une veuve, ce n'est pas une valeur. Pour moi, marier une petite fille à 13 ans, ce n'est pas du tout une valeur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que nous appelons la clarification de valeurs. Ça veut dire qu'on doit amener ces femmes à comprendre que ces rôles qu'elles jouent, c'est pas bien, d'abord pour les victimes et ensuite même pour elles. Et souvent, si vous prenez un exemple, si c'était vous-même ou votre fille, très vite une personne va ressentir ça en elle et ça va changer la manière de percevoir les choses. Et par conséquent, la manière de les concevoir et la manière de s'y prendre. Et autre chose que je peux prendre, les hommes qui battent leurs épouses, la violence domestique. C'est pas une bonne pratique. Non, et pourtant vous allez... Mais il y a des femmes qui vous disent que, en tout cas, moi j'aime quand mon homme me tape. Là, on est dans la violence. C'est une violence. Mais elle, la victime, elle est dans l'ignorance complète de soi et de ses droits. Et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? On doit cibler l'homme en tant qu'une personne qui est aussi victime dans ce système patriarcal, mais qui est quand même un acteur à travers lequel les systèmes est en train de perpétrer des violences à l'encontre d'une autre personne. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout ça sur des bases solides qui sont les lois nationales, mais aussi les instruments internationaux que la RDC a dûment ratifiés. Puisque, vous savez, on va parler de la masculinité positive, nous ne serons pas seulement le premier pays. Encore une fois, je salue Madame l'excellence Léonie Kandoulo et aussi le gouvernement de la première ministre, première femme première ministre, puisque c'est historique pour nous. Nous avons une femme première ministre pour la première fois et nous avons une femme ministre du genre qui vient de la société civile. Quand même, ça, je ne pouvais pas terminer cette émission sans le mentionner. Donc, c'est comme si nous avons notre représentante au sein du gouvernement. Et là, nous avons été les premiers pays à avoir cette stratégie de la masculinité positive. Et nous serons les premiers pays à célébrer cette journée en Afrique. C'est pour faire prendre conscience aux hommes que voilà, nous, on ne vous condamne pas, mais nous voulons quand même que vous preniez conscience de votre rôle et votre responsabilité dans les efforts à arrêter les cycles de la violence. Parce que cet homme qui va taper sa femme, il va finir par en souffrir, n'est-ce pas? Parce que cette femme tapée, si elle est malade, si elle est à l'hôpital ou si elle décède, ça revient. Et même si ce n'est pas ça, qui veut être dans une maison où il ne fait pas beau vivre? Pour les chrétiens, même la Bible dit qu'il vaut mieux être sur son toit que dans une maison où il y a une femme querelleuse. C'est pour vous dire que même parfois nos croyances mettent beaucoup de responsabilités sur la femme, mais aussi dans une maison où il y a un homme qui bat sa femme.
un homme qui prend une femme comme un sac à box, il ferait mieux pour cette femme de vivre sur son toit que partager la maison avec un homme pareil. Donc, c'est vraiment pour moi, la responsabilité n'est pas 100% des hommes et la victimisation ne devrait pas être 100% des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui jouent un rôle dans ce système patriarcal pour faire subir, pour vulnérabiliser encore davantage. Mais même elles, on ne va pas le juger. On comprend qu'elles sont ignorantes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait la cartographie des acteurs et du coup, on va cibler chaque catégorie de personnes selon leurs responsabilités. Parce que souvent, on dit non, mais les femmes aussi, parfois, elles fournissent pas des efforts envers la méritocratie. Si on veut rentrer dans le monde professionnel, par exemple, ou dans d'autres domaines, dans le domaine des sécurités, de la police, par exemple. Non, on est dans une situation où, historiquement, certaines choses étaient des acquis pour les garçons et pour les hommes. Dès leur naissance, on dit à un garçon, tu dois être courageux, tu es fort. On disait même que c'était le futur époux de plusieurs femmes. Mais à une femme, on lui disait, à une fille, on lui disait quoi? Elle devait être douce, elle devait être polie, elle devait... le courage, on n'a pas encouragé les filles à être courageuses. Au point où une fille courageuse était qualifiée d'être un garçon raté. C'était tu es comme un homme. Et un homme ou un garçon qui va exprimer son émotion quand on est triste, homme comme femme, on devait l'exprimer. À un garçon, on va dire, tu pleures comme une femme. Mais qui a dit que les hommes ne devraient pas pleurer? Et ça a des conséquences sur les uns et sur les autres. Alors, historiquement, on met juste plus d'efforts pour que les femmes, nous puissions nous rattraper, nous puissions rattraper les caps. C'est pour ça qu'il y a un accent particulier, parce qu'on a été plus victimes dans ce système patriarcal. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont innocentes dans les violences basées sur le genre que subissent les femmes. Ça doit être clair. Mais on n'a pas dit aussi que tous les hommes sont coupables. Mais ils ont une responsabilité, ils ont un rôle à jouer. C'est pour ça que, avec cette stratégie nationale de la masculinité positive, nous attendons à ce que les hommes adhèrent massivement à cette stratégie, adhèrent massivement à des campagnes qui vont être menées, adhèrent massivement à des efforts que nous fournissons pour qu'on puisse réduire les taux de violence basés sur le genre dans nos communautés, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre pays, et que voilà, qu'on arrive à capitaliser sur la moitié de la population qui est un atout pour le développement de la nation. C'est vrai que les thèmes nationaux, je crois que c'est basé vraiment sur les ambitions, la femme au centre de toutes les ambitions. C'est important et opportun et crucial en ces moments. Pourquoi? Nous sommes un État en plein conflit. Alors qu'on devrait être un État qui devrait être en train de prendre son élan pour le développement. Mais on ne peut pas prendre l'élan si la moitié de sa population ne jouit pas pleinement de ses droits. Parce que pour jouir des droits, il ne suffit pas que la Constitution nous donne la parité pour que nous ayons 50-50. Même si aujourd'hui on mettait 50-50 dans la loi sur la loi électorale, par exemple, si on disait si les listes ne sont pas paritaires, la liste est irrecevable. Les partis politiques auront du mal à trouver 50% des femmes candidates pour leur liste. Alors, la femme au centre des ambitions, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on doit investir dans la femme, mais aussi et surtout dans la fille d'aujourd'hui. Parce que nous, femmes d'aujourd'hui, on était filles d'hier. J'ai dit, si mes parents n'avaient pas investi dans mon éducation, je ne serais pas devant vous. Si moi-même aussi, je ne m'étais pas investi dans les efforts de la recherche de l'information, de me former pour connaître mes droits, je n'allais pas être en mesure de revendiquer les droits des autres. Et donc, mettre la femme au centre de toutes les ambitions et la fille, c'est considérer sa participation dans tout, pas en aval,
fait en amont. Par exemple, si on est en train de penser à un processus de paix, on ne doit pas amener les femmes pour venir témoigner de comment elles vont être victimes de viols. Non, on doit penser aux femmes médiatrices qui existent, qui comprennent les enjeux du conflit, qui comprennent l'importance et même comment il faut pousser les belligérants à des échanges constructifs, qui comprennent comment il faut amener des communautés à vivre dans la cohésion, amener des actions d'éducation des paix, par exemple. C'est ça l'exemple de dire qu'on doit investir. Quand on parle du côté de l'éducation, investir, mettre la femme ou la fille au centre de nos ambitions, ça veut dire quoi? La campagne de la gratuité scolaire doit être une réalité pour une fille qui est au fin fond de Tchouapa ou je ne sais pas moi, de Sankourou ou de Bazouélé où les écoles doivent être proches des élèves. Mais en même temps, nous devons parler aux parents qui arrêtent de croire que quand une petite fille a ses menstrues, cette fille, elle est prête pour porter une grossesse et du coup, on a peur qu'elle perde sa virginité parce qu'on n'aura pas de chèvres. Il faut vite la pousser à un mariage. Donc, c'est pour moi, je m'apaisantis plus sur les thèmes nationaux parce que c'est ça qui parle de notre réalité. La femme au centre des ambitions. Aujourd'hui, nous avons par exemple besoin d'un couloir humanitaire parce que nous avons des femmes et des enfants à l'Est, y compris les enfants, les femmes des militaires qui étaient déployés à l'Est. Les mettre au centre des ambitions, ce sera quoi? Ce sera prendre en considération leurs besoins dans tout ce que nous sommes en train de faire, mais aussi considérer les rapports en termes de recommandations, en termes des propositions, parce que nous, les femmes, ne sommes pas que victimes. Nous sommes des vraies actrices, de vraies Amazones qui peuvent aussi contribuer au développement du pays, mais aussi à la recherche de la paix. Aux jeunes filles, moi, le conseil est qu'elles sachent qu'elles ont des droits, mais aussi des obligations envers elles-mêmes et envers leur nation et envers leur communauté. Les jeunes filles doivent s'informer, s'efformer, se choisir de modèles, de mentors et croire en elles-mêmes. Vous avez des potentiels. Vous avez ce qu'il faut pour être des humains, des citoyens importants, utiles pour soi-même et pour la nation. Ne restez pas en marge de tout ce qui se passe. Essayez de mettre en jeu votre sens de curiosité et aussi prendre les risques et oser pour contribuer à l'avancement du pays. Aux femmes, ne restons pas en marge. Nous avons un grand rôle à jouer. Jouons notre rôle. Nous avons tout un ministère qui nous protège à travers les lois que les pays ont votées. Continuons, ne nous fatiguons pas. Nous allons y arriver un jour et l'objectif de développement durable sera une réalité pour nous.